ce que l'on peut dire sur l'aspect climatique, donc certainement une augmentation du risque, au moins de la composante climatique du risque feu de forêt. Maintenant, voyons comment va évoluer la composante biologique, c'est-à-dire la végétation, face à ces changements. Alors, ce que l'on observe déjà, ce sont des dépérissements, j'en ai parlé suite à 2003, mais aussi des changements de distribution des plantes qui, dans certains cas, ont été avérés. Les dépérissements, on l'a observé sur plusieurs essences et sur plusieurs zones géographiques. En France, c'est le sapin méditerranéen dans l'arrière-pays niçois, le pin sylvestre, on a aussi même des essences particulièrement résistantes et emblématiques du milieu méditerranéen, comme le chêne-liège dans le massif des Maures, qui a subi de très forts dépérissements suite à la sécheresse de 2003. Et en plus du devenir de ces forêts, où l'on voit là ces arbres morts qui sont disséminés dans le paysage, eh bien ces arbres vont petit à petit tomber, constituer un combustible pour les futurs incendies, donc un combustible beaucoup plus dangereux puisqu'il est sec et par sa décomposition plus proche du sol, donc plus proche de la zone où les feux se propagent. Mais il y a aussi des changements de distribution des plantes. Alors les premières études ont été des études espagnoles, avec notamment cette étude en Catalogne, c'est le Mont-Cenis, au nord-est de l'Espagne, où on a comparé la distribution de la végétation entre 1950 et 2000. Il y a eu 2 points de fait. Et l'on a observé une remontée du hêtre de 70 mètres sur ce gradient d'altitude, et progressivement remplacé par le chêne vert, donc une essence plus méditerranéenne que le hêtre, qui résiste à des conditions plus desséchantes, donc qui a remplacé le hêtre à moyenne altitude. Je ne sais pas si vous voyez sur l'axe des ordonnées la façon dont la température a évolué entre 1950 et 2000 à différents niveaux d'altitude. Donc on a classiquement ce gradient altitudinal de température qui est de l'ordre de 0,6-0,7 degrés pour 100 mètres, que les montagnards connaissent bien, mais qui est pour nous, équipe de recherche, un gradient très utile puisqu'on peut installer des expérimentations sur ces gradients altitudinaux pour essayer de suivre un certain nombre de phénomènes d'évolution des espèces végétales, ce qui est beaucoup plus facile à faire que sur les gradients latitudinaux, où là il faut à peu près 100 km pour avoir 100 km vers le nord pour avoir une diminution de température moyenne d'1 degré. Donc des mouvements d'espèces. Alors notre groupe de recherche à Avignon travaille sur le Ventoux, donc c'est notre Mont-Cenis à nous, ce géant méditerranéen, ce géant de Provence bien connu par les cyclistes, est une montagne qui culmine à 2000 mètres et qui a tous les étages de végétation, depuis les étages méditerranéens jusqu'aux étages montagnards, et même une crête sommitale complètement dénuée de végétation, et qui est une zone atelier pour les expérimentations en matière forestière, et notamment sur le changement climatique, extrêmement intéressante. On a du hêtre, du sapin, et on peut voir les évolutions de ces essences. Qu'est-ce qui nous attend en matière de végétation ? Alors, ce changement de répartition des espèces qu'on vient d'évoquer va être, selon des études qui sont sorties dans le début des années 2000, qui sont maintenant bien établies, ce qu'on appelle les modèles de niche, c'est-à-dire la niche écologique des espèces, qui consiste à voir dans quelles conditions stationnelles, dans quelles conditions climatiques on a les optimums de vie des espèces aujourd'hui. Et puis quand on a les projections climatiques futures, eh bien on peut déduire où se trouveraient ces optimums dans le futur. Eh bien, d'après ces études, la région méditerranéenne française, je parle de région bioclimatique, qui couvre aujourd'hui seulement 9% du territoire français, passerait à 28% du territoire français. C'est-à-dire qu'on aurait des conditions de climat méditerranéen pratiquement jusque dans la vallée de la Loire, en Anjou, aux portes de la Bretagne. Ça fait beaucoup réfléchir parce que on a sur l'échelle du siècle un changement complet de notre paysage bioclimatique. Alors il y a des évolutions qui vont aussi s'opérer en montagne, avec une diminution de ce qu'on appelle les aires montagnardes, de 16% aujourd'hui à 6%
parce que, évidemment, la limite de la hauteur des montagnes contraint l'évolution de ces climats. Et puis, les évolutions des zones bioclimatiques qui caractérisent la région atlantique, qui évoluent, elles, vers un accroissement, elles aussi. Donc, pour la question des feux de forêt, c'est bien l'ère bioclimatique méditerranéenne qui nous préoccupe. Est-ce qu'on va avoir des feux de forêt jusqu'en vallée de la Loire? Pour ça, il faut effectivement que l'aspect climatique, là on vient de l'établir, ait changé, donc apparemment il changera, mais il faut aussi que la végétation suive. Est-ce que pour autant on va avoir une végétation méditerranéenne dans la vallée de la Loire? Et c'est ce que je vais essayer d'étudier avec vous en prenant quelques minutes. Comment les plantes vont se comporter? Alors, quelles sont les modalités d'adaptation des plantes? D'adaptation, c'est un terme très connoté en écologie. En fait, il y a 3 phénomènes de changement, qui est un terme beaucoup plus global, qui est celui de la plasticité, de l'adaptation et de la migration. Première stratégie pour une plante, la plasticité. La plasticité, c'est tout simplement d'ajuster sa morphologie, par exemple, en diminuant la surface de ses feuilles, en ayant des feuilles un petit peu plus petites. Ça, c'est des choses qui paraissent peut-être étonnantes, mais qui ont lieu extrêmement couramment chez les plantes. Après 2003, les pins méditerranéens se sont mis à avoir moins d'aiguilles, moins d'années d'aiguilles. Vous savez que les pins perdent leurs aiguilles, mais en général gardent 1 ou 2 années d'aiguilles, voire 3. Eh bien, on s'est retrouvé avec des pins d'Alep avec seulement 1 année d'aiguille. Et quand on a regardé la dimension de ces aiguilles, on s'est aperçu que ces aiguilles diminuaient en longueur. C'est ce qu'on appelle la microphylie, petite taille de feuilles. Et ça, c'est assez généralisé pour s'adapter à des conditions plus stressantes d'un point de vue hydrique, de manière à moins transpirer. Donc, ce type de phénomène, on peut aussi le retrouver par rapport à l'adaptation de la floraison, des bourgeons, c'est-à-dire les différentes étapes du fonctionnement d'une plante dans l'année. Par exemple, la vigne en région méditerranéenne, eh bien, la date des vendanges, depuis la dernière guerre, a été avancée d'1 mois. Dans les côtes du Rhône, on ne vendange plus en septembre. On vendange le plus souvent, on commence en août. Parce que la végétation, compte tenu d'une ambiance plus chaude, a fait son cycle beaucoup plus rapidement. Et puis, quand on voit un mois d'avril comme celui qu'on vient d'avoir, on a des végétaux qui pensent que c'est le printemps, qui fleurissent, qui bourgeonnent, qui derrière peuvent éventuellement se prendre des gelées tardives, qui ont des conséquences assez gênantes pour les arboriculteurs. Mais on voit bien que face aux impulsions du climat, la végétation s'adapte. Donc ça, c'est la plasticité, c'est l'acclimatation. Ensuite, il y a l'adaptation. Alors l'adaptation, c'est un phénomène génétique. Ça met en œuvre la reproduction sexuée, et on passe d'une génération à une autre, où là, par la sélection des gènes, on peut avoir une évolution du génotype, c'est-à-dire de la carte génétique de l'individu. Et puis ensuite, il y a la migration. La migration qui, là encore, essentiellement par la reproduction sexuée, par la formation de graines qui tombent de l'arbre, qui sont éventuellement transportés par le vent, transportés par des animaux, parfois sur de longues distances, permettent l'installation de la génération suivante à une certaine distance du pied mère, du pied paternel. Sur ce schéma, on synthétise ces 3 modes de réaction à des changements climatiques, dans l'espace et dans le temps. Donc la plasticité, c'est du local, puisque c'est l'individu qui s'acclimate, et c'est la génération 0. L'adaptation, il faut du temps. Il faut une génération. Alors un arbre, c'est un individu qui arrive à une maturité sexuelle selon les espèces entre 20 et 50 ans. Donc on voit tout le temps nécessaire pour faire cette adaptation du patrimoine génétique. Ensuite, la distance à laquelle la graine est portée et le nouvel individu s'installe est assez réduite. Et puis il peut y avoir des migrations beaucoup plus grandes. Et pour ne rien vous cacher, pendant un temps, la migration a été l'espoir des forestiers par rapport à la question des changements climatiques. J'en dis pas plus, on va voir tout à l'heure si cet espoir a été déçu. Donc toute la question, c'est de savoir si la vitesse des changements climatiques, donc on nous annonce
2 à 5 degrés pour la France sur 100 ans. À côté de ça, on a des plantes qui devraient, s'il s'agit de remonter vers le nord, parcourir, on a dit tout à l'heure, 100 km pour 1 degré, entre donc 200 et 500 km en 100 ans. Voilà le défi pour la forêt méditerranéenne, si elle veut, à l'horizon 2080, être près de la Loire. C'est certainement pas une échéance qui est compatible avec l'adaptation, c'est-à-dire avec le passage d'une génération à l'autre, sachant que l'âge de maturité sexuelle, on l'a vu tout à l'heure, le phénomène de survie des semis, parce qu'on peut produire beaucoup de semis, mais il y en a très peu qui sont capables de survivre dans le nouvel environnement. Hein. Par exemple, une graine de chêne aime bien pousser sous l'ombrage du chêne. Une graine de chêne qui tomberait dans une friche en plein soleil aurait beaucoup moins de chances de germer. Les pins, pour ça, sont des colonisateurs beaucoup plus intéressants. Puis les distances de migration, les études, maintenant, on commence à avoir une idée à peu près stable sur les capacités de migration longue distance. Longue distance pour un arbre, c'est 30 mètres. Donc voilà, c'est perdu d'avance. Alors, on n'aura pas, à l'échéance 2100, une forêt méditerranéenne beaucoup plus loin que les limites que l'on connaît aujourd'hui. Par contre, sous l'effet du climat méditerranéen que subira la forêt tempérée du milieu de la France, il peut y avoir des évolutions qui, elles aussi, permettent de générer des feux de forêt. On peut aussi se poser la question en arrière du front, c'est-à-dire côté forêt méditerranéenne actuelle. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'on va avoir une capacité d'ajustement de notre forêt méditerranéenne face à des conditions qui vont devenir sérieusement peu accueillantes pour ces plantes? Alors là, on compte sur la très forte résilience de ces espèces. La résilience, c'est la capacité à revenir à l'état initial après une perturbation. Donc là, la perturbation, c'est la sécheresse, hein, essentiellement, même si la température joue aussi un rôle. Ce sont des espèces qui ont, de tout temps, subi des très forts stress et qui ont cette capacité de résilience qui laisse un certain espoir. C'est-à-dire que la désertification des régions méditerranéennes n'est peut-être pas aussi rapide qu'on pourrait l'imaginer. Mais d'autres questions se posent, on les verra tout à l'heure, et une vraie question va être celle de la concurrence pour l'eau entre l'homme et les forêts.